Bonjour aux élèves du baccalauréat première année. Je vous propose un devoir sur la partie énergie mécanique et une partie sur la chimie, sur les électrolytes. Donc voilà les exercices que je vous propose dans cette vidéo. Bon, d'abord je commence par quelques exercices où il s'agit uniquement d'appliquer les formules du cours. Exercice numéro 1, on vous dit un volant animé d'un mouvement de rotation de vitesse angulaire 5 radians par seconde est freiné jusqu'à l'arrêt. Quelle est la variation de son énergie cinétique au cours du freinage? On vous donne le moment d'inertie du volant et J égale à 5, 10 moins 2 kg par mètre carré. Donc là, il faut penser bien sûr au théorème d'énergie cinétique. Mais dans quel cas? Dans le cas d'un solide en rotation. Et qu'est-ce qu'il nous dit, le théorème d'énergie cinétique en cas de rotation? Il vous dit que delta EC, au lieu d'avoir un demi mv final au carré moins un demi mv initial au carré dans le cas de translation, il devient un demi j oméga final moins un demi j oméga initial. Donc ça c'est la vitesse angulaire initiale. Bien sûr, elle est freinée jusqu'à son arrêt, donc oméga final c'est 0. Donc vous remplacez juste oméga initial par 5, oméga final par 0, et vous allez trouver delta EC en utilisant toutes les données en unité internationale. Donc il suffit de faire l'application numérique. Donc la variation de l'énergie cinétique c'est moins 62,5, 10 moins 2 joules. Donc c'est un premier exercice juste pour appliquer le théorème d'énergie cinétique en cas de rotation. Bon, deuxième exercice, quelle serait l'énergie cinétique d'une masse ponctuelle de 2 kg faisant 300 révolutions par minute ou 300 tours par minute sur un cercle de 1 mètre de rayon? Là, on vous demande l'énergie cinétique d'une masse ponctuelle. On vous donne la masse qui fait 300 tours par minute sur un cercle de 1 mètre de rayon. On vous donne bien sûr le moment d'inertie de ce corps-là par rapport à l'axe delta autour duquel il tourne la masse. Donc là aussi, vous avez un corps qui tourne, donc on est dans le cas d'un mouvement de rotation. Donc c'est quoi l'expression de l'énergie cinétique en cas de rotation? C'est un demi J oméga carré. J est donné, puisque le rayon on le connaît, la masse on le connaît. Qu'est-ce qu'il nous reste à déterminer? Oméga. Oméga, il est donné par cette information. 300 tours par minute. Donc 300 tours par minute, ça vous donne 300. Un tour complet c'est 2 pi, divisé par une minute qui est 60 secondes. Il faut toujours avoir les radians par seconde dans oméga. Et ça vous donne 31,4 radians par seconde. Vous connaissez tout. Vous pouvez déterminer l'énergie cinétique qui est 986 joules. Donc, deux premiers exercices, ce sont des exercices d'application directe des formules. Bon, je passe à un troisième exercice. On vous dit un skieur, une piste pour le skateboard a pour allure celle du schéma ci-dessous. Donc, voilà le chemin suivi, c'est ce chemin-là. D'accord? On vous dit que l'enfant plus le skate pèse 35 kg. La trajectoire est représentée et celle du centre d'inertie dans le plan vertical. On admet que durant le mouvement sur la piste, l'ensemble S se comporte comme un solide en translation. On néglige dans un premier modèle les forces de frottement. Dans le premier cas, on suppose qu'il n'y a pas de frottement. Donc on vous donne bien sûr le Z du point A, le Z du point B, le Z du point C et le Z du point D. Question, quelle doit être la valeur de la vitesse au point A pour que la vitesse A au point A du centre d'inertie pour qu'il atteigne le point D? Donc avec quelle vitesse l'enfant doit démarrer du point A pour que, en suivant ce chemin, il arrive jusqu'au point D. Deuxièmement, calculer alors la vitesse au point B. Pendant son passage, quelle sera sa vitesse au point B? En fait, la vitesse VA calculée précédemment, l'ensemble S' n'atteint que le point C. Avec la vitesse calculée, il n'arrive que au point C. Donc, évaluer donc les forces de frottement. Du moment qu'il n'arrive que il n'arrive pas au point D, ça veut dire qu'il était freiné par des forces de frottement. On vous donne maintenant le vrai point d'arrivée, c'est le point C. Et si il démarre toujours avec la même vitesse V de A, il arrive enfin au point C, quelle sera la force de frottement? Donc là, c'est un exercice, on va essayer d'appliquer le théorème d'énergie cinétique ou bien la conservation de l'énergie mécanique. Donc on va le faire avec les deux méthodes.
Donc, quelle doit être la valeur de la vitesse V de A pour que le centre d'inertie arrive au point D? Donc là, on suppose en première partie qu'il n'y a pas de frottement. Donc, je vais le faire par deux méthodes. Première méthode, puisqu'il n'y a pas de frottement, donc vous avez conservation de l'énergie mécanique. Donc, on va déterminer l'énergie mécanique au point de départ, l'énergie mécanique au point final, et puisqu'il n'y a pas de frottement, l'énergie mécanique au point A doit être égale à l'énergie mécanique au point D. Donc, au point A, on va le prendre comme l'origine pour l'énergie potentielle. Donc, là, on n'a que l'énergie potentielle de pesanteur. Et en Z égale à 0, l'énergie potentielle de pesanteur, elle est nulle. Donc, au point A, l'énergie mécanique, elle est purement cinétique. Donc, l'énergie potentielle de pesanteur, 0. L'énergie cinétique, c'est 1,5 MVA au carré. Au point D, donc, il arrive au point D, ça veut dire c'est son point final. Ça veut dire sa vitesse finale, elle est nulle. Ah, d'accord? Et donc, par contre, son énergie potentielle au point D est égale à quoi? Est égale à mg fois ZD. Donc, ZD, c'est 2. Donc, il suffit de faire 1,5 MVA au carré est égal à mg ZD et on va déterminer V de A. Donc, vous voyez, énergie mécanique au point A égale énergie mécanique au point D. Donc, 1,5 MVA au carré est égal à mg fois ZD. Je simplifie par la masse et je trouve V de A égale à racine carrée de 2G fois ZD. Faisant l'application numérique, je trouve 6,32 mètres par seconde. Ou bien, on peut utiliser directement le théorème de l'énergie cinétique. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale est égale à la somme des travaux de toutes les forces qui s'exercent sur le système étudié. Ici, pour le moment, il n'y a pas de frottement, donc la seule force, c'est le poids. Donc, l'énergie cinétique finale qui est 0, moins l'énergie cinétique initiale qui est 1,5 MV carré est égale au travail du poids. Quel est le travail du poids entre le point A jusqu'au point D? Vous savez que le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi, il ne dépend que de Z initial et de Z final. D'accord? Donc le travail du poids, c'est mg fois la hauteur h. Ici, point T. Bon, désolé, tout à l'heure, j'ai corrigé parce qu'il y a une petite erreur, je l'ai corrigé. Donc, on a dit que la variation de l'énergie cinétique entre le point A et le point D. D'accord? Donc, ce sera 1,5 MVD au carré, qui est 0, moins 1,5 VA au carré, est égal au travail du poids entre ce point-là et ce point-là. Le travail du poids, le poids, c'est une force conservative. Son travail ne dépend pas du chemin suivi, il ne dépend que de Z initial et de Z final. Donc, le travail du poids, c'est mg fois Z initial moins Z final, qui est moins ZD. Ou bien, de dire entre là et là, bien sûr, le travail du poids, donc c'est une force, son travail il est négatif, d'accord? Donc, parce que Z initial c'est 0, Z final c'est ZD. Donc, 0 moins 2, ça va vous donner moins ZD. Vous simplifiez par moins et vous voyez qu'on retrouve exactement la même expression que tout à l'heure. Après, bien sûr, V de A, ça sera racine carrée et l'application numérique. Bien. Maintenant, on veut calculer la vitesse au point B. Donc, toujours, là aussi, on va utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Donc, énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point A est égal au travail du poids. Là aussi, c'est mg fois Z initial moins Z final, c'est-à-dire mg fois h. H, cette fois-ci, c'est cette distance-là. Donc, Z initial moins Z final, ce sera cette fois-ci plus 2. Voilà, donc VB au carré moins VA au carré est égal à 2G fois H. Donc VB est égal à racine carrée 2G fois H plus VA au carré. Vous faites l'application numérique et vous trouvez 8,9. Donc faites très attention. Donc le travail du poids entre le point A et le point D, c'est négatif. C'est mg fois Z initial moins Z final. Z initial est plus petit que Z final. Par contre, le travail du poids entre A et B, il est positif parce que le corps descend. Par contre, entre A et D, vous avez une partie elle descend, une partie elle monte. Donc, il vaut mieux appliquer la formule générale mg Z initial moins Z final. Alors qu'entre A et B, c'est clair. Donc, c'est un travail qui est positif parce que soit vous dites le poids, le corps descend, donc c'est plus mg fois h, ou bien mg Z initial moins Z final. Et 0 moins 2, ça va vous donner plus 2. Donc voilà, donc en fait maintenant vous avez une force de frottement et le point n'arrive qu'au point C. Donc là, pour
déterminer le travail de force de frottement, toujours le théorème d'énergie cinétique, l'énergie cinétique finale, moins l'énergie cinétique initiale, c'est le travail du poids, plus le travail de force de frottement. Donc on va déduire tout de suite le travail de force de frottement, c'est l'énergie cinétique finale, c'est 0, moins l'énergie cinétique initiale, on connaît la vitesse V de A, est égal au travail du poids, cette fois-ci entre A et C. Et c'est toujours mg Z initial moins Z final. Donc c'est moins mg fois ZC. Parce que ZC initial c'est 0. Donc c'est 0 moins ZC. Donc ça vous donne moins mg fois ZC. Donc là aussi c'est un travail qui est négatif. Donc le travail de la force de frottement, c'est je ramène mgz de l'autre côté. Donc c'est moins l'énergie cinétique plus mg fois ZC. Donc en passant aux applications numériques, je peux remplacer 1 demi MVA au carré pour simplifier, c'est mg fois ZD, on l'a calculé tout à l'heure. Donc en factorisant par mg, et ça vous donne moins mg facteur de ZD moins ZA, et ça vous donne un travail bien sûr qui est négatif, moins 500,25 joules. Donc voilà pour la partie physique, et on va passer à quelques petits exercices sur l'électroneutralité, qu'on appelle aussi l'électrolyte. Donc voilà le premier exercice, on va s'intéresser au chlorure de barium. On vous dit le chlorure de barium de pourcentage massique 28,78%, de densité 1,24. Le chlorure de barium c'est BaCl2, on vous donne sa masse molaire, la masse molaire du chlore, la masse molaire du barium. Quelle est la concentration massique de cette solution? Et quelle est la concentration des espèces ioniques dans la solution? Donc concentration massique, soit vous connaissez la formule et vous l'utilisez tout de suite, soit on va faire le détail. Je vous montre les deux méthodes. Donc là, il faut faire attention. Cette solution ne contient que 28% de chlorure de barium. Donc d'abord, puisqu'on me donne la densité, je vais déterminer tout de suite la masse volumique. Donc la masse volumique, c'est la masse volumique de la solution par rapport à la masse volumique de la référence. Ici, bien sûr, la référence, c'est l'eau. Donc c'est 1 kg par litre ou bien 1000 g par litre. Donc la masse volumique de cette solution, c'est 1240 g par litre. Ça signifie quoi? Ça signifie 1 litre de solution contient 1240 g. La masse de la solution, c'est 1240 g par litre. Or, le pourcentage de chlorure de barium, c'est 28,78%. Donc la masse du barium dans la solution, la masse de chlorure de barium dans cette solution, c'est 28% fois 1240 g. C'est-à-dire 1 litre de solution, il ne contient pas 1240 g de chlorure de barium, mais uniquement 28,78% de cette masse qui est le chlorure de barium. Donc la masse de chlorure de barium, autrement dit 1 litre de solution, il contient uniquement 356,9 g. Je connais 1 litre, la masse que contient 1 litre, c'est par définition la concentration massique, c'est la masse sur le volume, et donc ceci c'est uniquement par définition la concentration massique. Ou bien, j'ai déjà démontré dans une vidéo précédente, je ne l'ai pas donné ici, c'est P, vous avez une formule qui vous donne directement la concentration en fonction du pourcentage massique. Bon, je ne l'ai pas donné, je le donnerai une autre fois. Donc on passe maintenant à... On connaît la concentration massique, donc concentration molaire, bien sûr, c'est la concentration massique divisée par la masse molaire. Donc la masse molaire du chlorure de barium, c'est la masse de chlore, plus 2 fois la masse du barium. Donc non, c'est la masse du barium, plus 2 fois la masse du chlore, plutôt, voilà, et ça vous donne 208 g. Donc voilà la concentration molaire, cette fois-ci, 1,3 g par litre. Concentration massique. Molaire, c'est mol par litre, attention, il y a une erreur aussi. Donc voilà, en divisant par la masse molaire, bien sûr, on va trouver la concentration molaire en mol par litre. Bien, maintenant, quelle est la concentration des ions de cette solution-là? Donc Ba2Cl2, lorsqu'il se dissocie, il donne Ba2+, plus 2Cl-. Donc ça veut dire 1 mol de BaCl2 va vous donner 1 mol de Ba2+, et 2 mol de Cl-. Donc la concentration de Ba2+, ce sera la même chose, 1,71 mol par litre, c'est la concentration de BaCl2, puisque 1 mol donne 1 mol. Par contre, 1 mol de BaCl2 va nous donner 2 mol de Cl-. Donc la concentration va être multipliée par 2. Concentration de Cl+, c'est 2 fois, donc ça nous donne 3,42 mol par litre. Bien,
Donc, je disais la concentration molaire, vous pouvez la calculer par une formule que j'ai déjà démontrée dans une vidéo précédente. C'est le pourcentage massique fois la densité fois la masse volumique de l'eau divisé par la masse molaire. Donc, 1000 P fois D sur la masse molaire. Ça, c'est une formule que vous pouvez utiliser directement si vous la connaissez. Sinon, vous pouvez suivre la démarche que j'ai suivie dans cet exercice. Bien, deuxième exercice, on va traiter le sulfate de zinc et le sulfate d'aluminium. Donc là, il faut faire attention à L2SO3, SO4, 3. Donc on mélange 100 ml de sulfate de zinc. Sulfate de zinc, c'est ZnCl2, SO4, pardon. Et 50 ml de sulfate d'aluminium, 0,2 mol par litre. On vous donne les concentrations de ces deux solutions, Al2SO4. Quelles sont les concentrations des ions présents dans le mélange? C'est-à-dire, on doit savoir la concentration de zinc, de l'aluminium et de SO4 de moins. Donc, et on doit vérifier à la fin, est-ce que cette solution est neutre? Bien, pour déterminer la concentration, il faut déterminer le nombre de moles. Donc d'abord, de la solution Al2SO4, donc on connaît son volume, on connaît sa concentration, donc le nombre de moles de la solution Al2SO4, c'est N sur V, c'est 0,2 fois le volume, il faut le transformer en litres, 0,1. Al2SO4, c'est ici 0,2 fois 0,05, ça vous donne 0,01 mol. Bien. Quand Al2SO4 3 fois se dissocie, là il faut faire attention, il va vous donner 2 fois. Donc 2 fois Al3+, plus 3 fois SO4 de moins. Vous voyez bien, c'est la solution est neutre. 2 fois 3, 3 fois 2. D'accord? Ça veut dire 1 mol de cette solution va donner 2 mols d'aluminium et 3 mols de SO4 de moins. Donc la concentration de Al, le nombre de mols de Al3+, c'est 0,02. Celui de SO4, c'est 0,03. D'accord? Voilà, donc puisque 1 mol de ça donne 2 fois 2 ici et 3 fois de ça. D'accord? Donc vous connaissez le nombre de mols. Maintenant, pour déterminer la concentration molaire initiale de sulfate de zinc, donc là donc on connaît le nombre de moles. Pour déterminer la concentration, bien sûr, c'est le nombre de moles divisé par le volume. Pour le moment, on a déterminé juste, donc là, on a mélangé, on mélange ces deux solutions. Faire attention ici, on mélange les deux solutions. Donc pour le moment, on a calculé le nombre de moles d'aluminium, le nombre de moles de SO4 de moins. Mais vous allez avoir aussi des SO4 de moins qui va provenir de la première solution. Donc je dois déterminer le nombre de moles de tous les ions qui se trouvent dans le mélange avant de passer aux concentrations. Donc je passe à la quantité de matière initiale de Al2SO4 cette fois-ci, c'est le nombre de moles divisé par le volume, ça me donne 0,02. Donc là, pour le ZnSO4, il donne Zn2 plus SO4 de moins. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici? Peut-être. Donc ça c'est le sulfate de zinc, pardon, et c'est le sulfate de zinc. Donc on connaît le nombre de moles divisé par V. Donc on a une concentration molaire de 0,02 mol. On a un nombre de moles qui est 0,02, d'accord? C'est la concentration, c'est le nombre de moles divisé par le volume. On nous dit la concentration c'est 0,2, le volume c'est 100 ml, c'est-à-dire 0,1 litre. Donc ZnSO4 se dissocie pour donner Zn2+ et SO4 de moins. Donc 1 mol de ZnSO4 donne 1 mol de Zn2+ plus 1 mol de SO4 de moins. Donc le nombre de moles de Zn2+, c'est le même, c'est 0,02, et le nombre de moles de SO4 de moins, c'est 0,02. Maintenant, on récapitule. Le nombre de moles total, pour l'aluminium, c'est 0,02, Zn2+, 0,02, et SO3 de moins, il faut faire la somme. 0,02 plus 0,03, qu'on a trouvé dans le premier mélange, de première solution, donc c'est 0,05. Et quand on mélange, faites attention, le volume total, c'est 100 plus 50, c'est 150 millilitres. Et c'est à partir de maintenant qu'on doit calculer les concentrations. Donc, concentration de Al3+, c'est 0,02 divisé par 0,15, et la même chose pour les autres. Voilà, 0,02 divisé par 0,15, ça me donne 0,133 mol par litre, et la même chose, bon là pour Zn+, c'est le même nombre de moles, donc même concentration. Et par contre, SO4 de moins, c'est 0,05 divisé par 0,15, ça me donne 0,33 mol par litre. Donc vous voyez un peu comment on calcule la concentration de chaque ion qui se trouve en solution.
Donc quand une solution se décompose, faire d'abord très attention à que vous avez quelque chose qui est bien équilibré. Hein, d'accord? Ici par exemple, je reviens ici sur tout, c'est cette solution, voilà. Voilà, Al2SO4, voilà, vous avez Al2SO, il ne faut pas écrire donne Al3 plus SO4 de moins. Donc là, il faut faire attention aux coefficients 2 et 3. Bien. Je continue donc, on va vérifier maintenant l'électroneutralité de la solution. Et là, il suffit de calculer la concentration des ions positifs, la concentration des ions négatifs et vérifier est-ce que sont égaux. Et bien sûr, tenir compte de la charge, la Al3+. Donc, pour calculer la concentration des ions positifs de Al3+, il faut multiplier par 3. Donc, 3 fois, chaque aluminium est chargé 3 fois. Donc, la charge totale, c'est 3 fois la concentration de Al3+. Zn2+, donc 2 fois la concentration de Zn2+. Donc, si vous faites 0,3 fois 0,133 plus 2 fois 0,133, vous allez trouver exactement 2 fois la concentration de SO4-, c'est-à-dire 2 fois 0,33. Donc, je vous laisse le soin de vérifier le calcul. Vous allez trouver exactement les mêmes valeurs. Donc, voilà pour cette vidéo qui contient quelques exercices vraiment d'application du cours. Voilà, je vous laisse bien sûr et à très bientôt pour d'autres contributions. Toujours vos remarques, vos suggestions. Elles sont les bienvenues dans les commentaires.